Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver encore une nouvelle fois pour ce jour dans le cadre de la Grande Tribune. Cette fois-ci, c'est une espèce de décryptage et d'analyse des unes que nous avons pu sélectionner pour vous permettre de connaître ou alors d'appréhender toute l'actualité africaine. Et ça ne sera pas aussi facile, mais je suis si bien accompagné. Il s'appelle Franklin Joël Momo. Bonjour Franklin. Bonjour Pépin, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrimédia. Bon, vous savez, l'information, c'est un récit circonstancié des faits et un intérêt humain. Son décryptage permet de garantir la confortabilité de nos téléspectateurs, afin de permettre à ce que ces téléspectateurs puissent être beaucoup plus mieux dans la connaissance de l'actualité africaine et mondiale. Donc, être ici régulièrement, lorsque mon temps me le permet, c'est une obligation parce qu'il faut contribuer pour que les choses puissent avancer. Franklin Joël Momo, directeur de la publication d'Afrique Business Magazine. On prend une légère pause et nous revenons pour la première une. Allons-y avec Cameroun Tribune, le quotidien national gouvernemental qui est en kiosque depuis quelques heures. Que dit donc la une de Cameroun Tribune, contentieux préélectoral donc, jour de vérité nous dit alors Cameroun Tribune qui précise que le Conseil constitutionnel planche d'air ce matin même sur les 6 recours déposés par les partis politiques et certains candidats. C'est d'ailleurs la une de Cameroun Tribune. Alors Franklin Joël Momo, on est véritablement parti pour une année électorale. D'ailleurs, quelques indices commencent déjà à le démontrer avec ce Conseil constitutionnel qui tient ses assises ce matin, notamment pour plancher sur le recours de quelques partis politiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand même pour ce Conseil constitutionnel qui, me semble-t-il, est véritablement entré en mouvement dès ce matin? Je pense que le Conseil doit essayer de tout faire pour essayer de gagner la confiance de la population camerounaise parce que c'est la première fois qu'elle siège. Il faut qu'elle soit responsable des engagements qui lui sont assignés. Il faut naturellement qu'elle soit dans une logique beaucoup plus prospective, une logique qui voudrait quand même qu'à partir de décisions objectives, fiables, basées sur le fond et la forme, ça pourra garantir la sérénité et une meilleure perception de ces élections qui doivent se dérouler d'ici peu. Donc, c'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui ont présenté certains candidats qui ont certains dysfonctionnements par rapport à la nomenclature électoraliste. Donc, parce que vous savez, pour être éligible, il faut avoir un casier judiciaire qui est propre, avoir servi naturellement dans votre pays et être quelqu'un de dynamique. Et si, bref, dans le fond, on se rend compte que votre dossier a des problèmes, il sera difficile que votre candidature puisse être appréciée. Donc, à mon humble avis, je pense que le Conseil constitutionnel doit faire preuve de bravoure, pour que son image puisse être une image saine d'un conseil qui a pour objectif de garantir la sérénité politique dans notre pays. Généralement, des problèmes sont récurrents, notamment dans des questions des actes de naissance. Vous savez, les nez verts, on s'en souvient encore, une certaine période où on parlait de nez verts. Aujourd'hui, maintenant, on est avec beaucoup de précision. Il y en a qui ne maîtrisent même plus exactement leur acte. Il y en a qui ont 2 ou 3 actes de naissance. Et très souvent, ça pose beaucoup de problèmes à cette commission. On espère que le Conseil constitutionnel qui siège pourra tout au moins être assez lucide pour sortir les meilleures décisions sortant de ce Conseil. On n'en dira pas plus. On attend voir ce qui sera fait. Donc, dès ce matin, on sort des Cameroun Tribune. Allons-y avec l'essentiel. L'essentiel en kiosque également depuis quelques temps. Chantier de la CAN Yang met donc la pression. Ainsi, à quelques semaines de l'arrivée au Cameroun de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football, le Premier ministre chef du gouvernement parcourt les chantiers des infrastructures de la CAN 2019 pour que tout soit prêt. Aujourd'hui, comme promis par Paul Biya, on constate quand même qu'il y a une espèce de pression, non seulement de la part du gouvernement, mais aussi de la part de ceux qui doivent travailler dans ces chantiers. Est-ce que c'est de bon ton? Je pense que c'est des bons temps parce que, vous savez, la dernière mission d'inspection de ces travaux viendra au Cameroun au mois de décembre. En fait, il est question pour l'État du Cameroun de mettre tout en œuvre pour que les choses puissent avancer. Et en tant que journaliste, je suis dans une obligation qui voudrait que je puisse valoriser l'image de marque de mon pays. Parce que, vous savez, la CAN, au-delà de tout ce qu'on dit, a un aspect beaucoup plus stratégique qui améliore l'image d'un pays à l'extérieur, qui a des faits induits en économie en termes de dynamisme, en termes de consommation, des éléments qui vont
qui vont induire certaines propagandes. Donc, il y a des infrastructures hôtelières et tout et tout. Donc, je pense qu'il est question pour le Premier ministre de mettre tout en œuvre pour s'assurer naturellement que les choses avancent. Et il faut également que je puisse dire quelque chose à tous nos administrateurs qui ont la charge des dossiers de cette CAN, de savoir que c'est l'image du Cameroun qui est entre leurs mains, de mettre tout en œuvre pour que nous puissions être valorisés à l'international. On a beaucoup de problèmes sur le plan infrastructurel, sur le plan économique. Vraiment, partant de cette CAN, présentons une image saine d'un pays dynamique qui veut vraiment se décoller. Donc, j'invite tous ces acteurs à tout faire pour que notre image puisse être vraiment une image d'un pays respectable. De toute manière, on n'en dira pas long. On va tout simplement constater que le Premier ministre Philemon Yang est en périple depuis fort longtemps. Il visite véritablement les chantiers qui devront être véritablement prêts d'ici la compétition. La mission de la CAN qui va donc arriver d'ici quelques semaines pourra donc constater que véritablement il y a eu évolution. Restons au Cameroun avec Baromètre, également en course depuis quelques temps, présidentielle 2018. Ces révélations qui discréditent alors les candidats. Selon Baromètre, Maurice Kamto, Capral, Libi, Akeremona, Joshua aussi et autres doivent désormais se défendre contre toutes sortes de dénonciations qui ébrouillent alors la communication autour de ces actions et projets de société. Alors c'est une question de communication. Paraît-il qu'il y a certains qui commencent déjà à essuyer des affronts de la part des Camerounais. Vous savez, à la veille d'une échéance importante comme les élections présidentielles prévues au mois d'octobre, il est de bonne guerre que les batailles commencent à se faire sentir. Ce que je veux simplement dire en termes de prospective, c'est que naturellement, les gens font tout pour déstabiliser le clan X ou le clan Y en vue de pouvoir asseoir leur hégémonie. Donc c'est tout à fait logique quand on se retrouve dans ce genre de situation. Il est reproché par exemple à M. Akeremona d'avoir deux identités, et puis également Maurice Kamto, ses propos un peu tendancieux, les propos parfois distorsionnés qui ne prennent pas en compte la mesure réelle de ce que le Cameroun vit. On a un peu comme l'impression que c'est quelqu'un qui va prêter le flanc à la prééminence extérieure alors que c'est ce que nous combattons. Et il est reproché également à Joshua aussi de ne pas être un véritable militant avéré qui travaille de manière profonde sur le terrain, d'être beaucoup plus un technocrate. Bon, bref, je pense que... lui également, on dit de lui qu'il n'est pas aussi camerounais. Je pense que chaque candidat a tous les moyens de pouvoir se défendre. Et qu'est-ce qu'on va dire alors de M. Biya? Le chef d'État du Cameroun, je pense qu'il a fait ses preuves, il est là déjà depuis plus de 30 ans, et puis je pense qu'en ce qui le concerne, peut-être beaucoup plus, on va dire pourquoi est-ce il faut qu'il décide de ne pas se représenter. Lui, il est libre de décider de sa propre vision politique. Ce n'est pas les citoyens qui vont dire s'il doit passer ou pas. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il reste au pouvoir. Mais à mon humble avis, je pense qu'il va falloir que le climat politique puisse être serein pour qu'une véritable alternance puisse être mise en place. De toute manière, vous parlez d'alternance, alors que on sait que le candidat naturel du RDPC, c'est encore M. Paul Biya. Peut-être qu'il peut avoir l'alternance avec la même personne, non? Non, vu les textes du RDPC, le candidat naturel du RDPC est le président national de ce parti. Donc, et c'est encore lui le président national. Ce n'est pas comme le SDF où on peut être président du parti et puis faire élire, je veux dire, le représentant du parti aux élections. Mais le RDPC, dans sa configuration, il stipule que seul le candidat unique du parti doit être le président du parti. Alors, le quotidien de l'économie est aussi en kiosque depuis quelques heures. Nous prenons cette une de le quotidien de l'économie, monnaie électronique, la bataille de mobile money au radieux, nous dit donc le journal, avec le processus d'interopérabilité, il faut dire, d'interopérabilité annoncé dans le paiement électronique, l'entrée de Nestel dans ce segment transfert d'argent annonce une redistribution des cartes, notamment dans la couverture des zones urbaines et rurales. Voilà peut-être un concurrent sérieux qui entre aussi Nestel. Oui, c'est un concurrent sérieux, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il va falloir que nos dirigeants puissent être un peu sérieux, parce que si nous voulons garantir un pays dynamique dans son économie, il va falloir que des instruments qui permettent de signer des conventions avec certaines entreprises fuiter des filiales, que ces conventions puissent agir dans une logique simple, garantir la création de la richesse, amener le produit intérieur brut, produire, je veux dire, lutter contre le chômage. Quand on regarde comment est-ce que ces entreprises puissent gagner beaucoup de sous, et on regarde en termes d'investissement, ça ne représente presque rien. Donc je pense pour ma part naturellement que déjà ces entreprises qui sont dans le téléphone, encore, ils se retrouvent encore en train de créer un autre concept qui les oblige encore à faire des transferts d'argent. Donc ils sont déjà des banquiers. En même temps, ils font dans la téléphonie mobile. Donc, vous avez oublié Orange Money, MTN Money, je ne sais pas quoi, Money encore, qui n'ont pas encore fini
d'installer le réseau téléphonique dans tout le pays, se livrent activement déjà dans le transfert d'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir quand même qu'à un moment donné, nous essayons de faire un peu le protectionnisme, parce que dans l'économie, il y a ce qu'on appelle la flexi-security. On ouvre et puis on referme un peu pour protéger quand même les partenaires locaux. Il y a une entreprise concurrente qui fait dans le mobile, que je n'aimerais pas dire le nom aussi pour question de publicité, qui avait une structure déjà mise en place, plus de 150 agences dans tous les territoires du Cameroun, avait un nombre important de Camerounais que cette entreprise employait. Et il y a ce qu'on appelle les éléments multiplicateurs en économie. Plus vous avez des employés, plus ces employés font vivre les familles. Aujourd'hui, on n'a pas mis sur pied des stratégies pour protéger cette entreprise locale. Aujourd'hui, elle est en train de faire faillite. Parce que la prééminence des grandes structures, de ces structures téléphoniques... Vous parlez d'Express Union. Express Union. Allez-y, allez-y. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça fait mal qu'au XXIe siècle, on se retrouve dans ce genre de position où une entreprise camerounaise, on la voit mourir, on ne dit rien parce qu'il faut soutenir ces multinationales. C'est regrettable pour notre qui, au fait, ne sont que des braqueurs, il faut le dire. Il faut dire au test d'affaires médias que de manière objective, quand on fait une lecture par rapport à la croissance induite que ces gens produisent pour notre économie, elle est faible. C'est une croissance qui permet de garantir la fuite de capitaux. Donc ces gens travaillent pour les entreprises extérieures. Or, nous, sur le terrain, on ne vit pas réellement le résultat. Par contre, si l'entreprise concurrente travaillait, on voyait comment ça fonctionnait, on voyait comment elle gérait son personnel qui était le Cameroun et tout. Vraiment qu'on soit un peu sérieux. Comment comprendre qu'au XXIe siècle, on se retrouve dans la téléphonie mobile en même temps dans le transfert d'argent, alors qu'il y a des gens qui peuvent aussi faire ce secteur de transfert d'argent pour garantir la production de manière massive. Tout à fait. Alors, Franklin Joël Momo, quelqu'un me faisait observer une fois, il me disait, regardez un peu où sont installés ces gens-là. Orange, MTN, combien d'immeubles ont-ils déjà construits dans votre pays? Ce pays qu'on appelle le Cameroun, Orange a déjà construit combien d'immeubles dans ce pays? Ça veut dire qu'ils seront en train de partir et ils ne laisseront rien du tout. Mais alors, rien. Tout au moins, la seule chose qu'ils peuvent laisser, soyez-en sûrs, ce n'est que la pauvreté et des Camerounais qui vont croupir davantage dans la misère. De toute manière, il est temps que les pouvoirs publics prennent véritablement le taureau par le compte. Sinon, cette situation pourra s'empirer. Heureusement que Nestlé, quand même, on peut quand même applaudir pour Nestlé. Je pense qu'on peut applaudir pour Nestlé parce que c'est un opérateur économique camerounais que nous respectons bien. Mais il faut savoir naturellement que le paysage du téléphone au Cameroun est vraiment concurrentiel. Et puis, il va falloir également que nos entreprises puissent comprendre qu'ils doivent se mettre ils doivent créer, je veux dire, ils doivent s'uniformiser pour créer un véritable bloc parce que tant qu'on ne pourra pas converger, il sera très difficile que nous puissions faire face à la concurrence des grandes multinationales qui viennent s'imposer ainsi, qui ont beaucoup plus de moyens que nos entreprises locales et qui ont des capacités, des marges de manœuvre capables de pouvoir restreindre la part des marchés de les entreprises locales. C'est pour ça qu'Express Union a connu une déchéance très remarquable auprès de tout le monde. Tout le monde a observé comment Express Union était en pleine déchéance. On n'a rien fait pour soutenir cette entreprise camerounaise qui n'avait que l'énergie pour soutenir, l'énergie pour structurer une véritable organisation pour que les Camerounais puissent s'épanouir. Aujourd'hui, Express Union est en déchéance et on voit comment les entreprises concurrentes sont en train de s'imposer. Et quand on regarde la configuration des structures qui créent en disant que c'est des points de transfert d'argent, ça ne représente rien. C'est des petits kiosques, des petites boutiques qui n'ont pas un impact pour l'amélioration du produit intérieur brut. Parce que l'économie doit chuter sur l'amélioration du bien-être. Mais quand on regarde objectivement comment ça fonctionne, ce n'est pas pour l'intérêt de notre économie qu'il en soit ainsi. Et on a envie de pleurer lorsqu'on regarde cela. Vous ne pouvez pas faire un trajet de 300 km en étant en train d'être téléphoné. En train d'être téléphoné, vous ne pouvez pas le faire. Vous aurez surtout des zones d'ombre, des rechutes et des rechutes davantage, alors même que ces gens-là ont reçu mission d'installer le téléphone partout. De toute manière, on sort de là. Hein. Le quotidien de l'économie a tiré la sonnette d'alarme maintenant au pouvoir public de prendre leurs responsabilités. Mutation aussi en cours depuis quelques heures. Crise anglophone, brouillard sur la communication. C'est d'ailleurs la grande une de votre quotidien Mutation qui est d'ailleurs en cours depuis quelques heures aussi. L'entrée en scène du ministre de l'administration territoriale sur un champ déjà occupé par le ministre de la communication et le ministre délégué à la défense questionne. C'est ce que Mutation nous dit. Apparemment, Tanganji voudrait également communiquer sur la crise anglophone. Je pense naturellement qu'il va falloir qu'ils puissent s'accorder pour trouver le juste milieu pour éviter
faire une communication qui ne doit pas être qui ne va pas converger. Parce que quand ça ne converge pas, ça diverge en fait. Donc quand je regarde un peu la position du ministre de l'administration territoriale qui a été nommé comme un envoi de mission pour gérer ou pour gérer une situation, cela s'inscrit dans une logique où le chef d'État a compris qu'il fallait mettre un anglophone pour gérer cette situation de la crise. Mais il va falloir naturellement qu'il puisse faire une coordination pour que le juste milieu puisse être là. Parce que s'il n'y a pas le juste milieu, ça va aller dans tous les sens. Et ce que je veux dire, c'est que le problème de fond, ce n'est pas la nomination d'un anglophone pour dire aux anglophones que non, on a compris vos problèmes et tout autour. On va essayer de voir comment est-ce que votre propre frère... Le problème de fond, c'est de mettre sur pied des stratégies qui permettent l'amélioration du bien-être des citoyens de la zone anglophone, que ce soit au sud-ouest qu'au nord-ouest. Le problème de fond, c'est qu'il faut mettre sur pied un système. On ne peut plus faire l'économie de la mise en place d'un système éducatif où on ne parle que uniquement de l'anglais et le français pour permettre à ce que nous puissions avoir un Cameroun uni, où on parle du même ton, où l'anglophone se rend compte qu'il est francophone. Sinon, on va se trouver dans un phénomène chrysogène, comme disait le professeur Guigny. Deux Cameroun, deux nationalités dans un même pays. Donc il va falloir qu'on soit sérieux. Le problème de fond, ce n'est pas la nomination des ministres pour montrer qu'il y a un nouveau ton. C'est bien vrai que c'est déjà un message. Le problème de fond, c'est de trouver des formules adéquates pour que sur le terrain, qu'on ressente que les choses sont en train de changer. Je ne voudrais pas qu'on sorte de la une de mutation. Mutation pose un problème très sérieux. Vous avez une communication sur une crise anglophone et vous savez qu'il y a un porte-parole du gouvernement qui, jusqu'ici, est habilité à sortir de temps en temps pour dire ce qui se passe de ce côté. Mais paraît-il que depuis la nomination de M. Atangandji, peut-être qu'il est en train de confondre le ministre de l'administration territoriale et porte-parole de la crise anglophone. Je ne sais pas si c'est le cas que Mutation veut nous dire. Mais Mutation précise clairement qu'il y a brouillard sur la communication. Ça veut dire qu'il faut restituer les rôles de chacun. Je pense que le ministre de la Communication a pour rôle bref, c'est le porte-parole du gouvernement. Et lorsqu'un ministère est dans une posture qui voudrait qu'elle puisse communiquer, faire passer un message stratégique, il revient au ministre de la Communication de corroborer avec le ministre en question pour faire passer le message gouvernemental. Donc je pense, à mon humble avis, il faut éviter de faire l'amalgame des choses, sinon on va se retrouver dans une situation où on aura du mal à savoir véritablement qui fait quoi là. Qui fait quoi là, vraiment quoi. Donc le rôle du ministre de la Communication, c'est de faire la communication gouvernementale pour faire passer des messages qui sont taxés pour l'image. Le rôle de M. Atangandji, c'est de mettre les préfets, les sous-préfets au pas. C'est clair, il est ministre de l'administration territoriale. Alors, de Guardian Post, également en kiosque depuis quelques temps, que dit donc la une de Guardian Post, Biafrundi qui doit à l'autre plus de gratitude. Se questionne alors le journal qui nous révèle que les deux ont offert des faveurs les uns aux autres politiquement ou autrement. Depuis l'avènement du multipartisme en 1990, c'est quand même une assez amusante. On veut voir qui offre plus de faveurs à l'autre, qui a offert plus de faveurs à l'autre. Peut-être que The Guardian Post voulait un peu lire dans sa une. Mais vous voulez nous dire, vous avez un mot à dire là-dessus? Qui a offert plus de faveurs? Je pense que je veux juste dire que c'est M. Pobien, M. Fondi, c'est le Camerounais. Chacun est libre de penser comme il pense. Chacun est libre de faire son propre bilan. Bon, si c'est... Je ne sais pas si c'est un peu une poésie que notre confrère a titré comme ça, mais ce que je veux juste dire, c'est que chacun s'est soutenu d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on regarde un peu les élections de 92, vous savez que le Cameroun avait basculé. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est que Fondi a refusé que le Cameroun puisse être sur le chemin bref, que le Cameroun puisse verser, que les Camerounais puissent perdre leur vie. Donc il a évité la guerre qui pouvait s'annoncer en 92. Il a tout fait pour que l'apaisement soit mis en place. Le président Pobia l'a reconnu et on sait naturellement qu'au sein du SDF, il y a eu quand même des avantages que tout le monde sait. Le schéma ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu les faveurs du régime en place. Vice-versa, vous l'avez dit. Mais ce que je retiens, c'est que Fondi, au-delà de tout, au-delà de certains manquements, puisqu'il n'y a pas d'être humain parfait, a marqué l'histoire du Cameroun et son nom sera dans le Panthéon. D'accord. On sort de cette une-là, on n'en dira pas plus. D'ailleurs, c'est une. C'était juste pour lire un peu. Allons-y avec Info Matin. Aussi en kiosque depuis quelques temps. Que dit donc la une d'Info Matin? Le journal de Jacques Blaise Mvier, qui est en kiosque également, parlait de l'unité dont les dossiers chauds du conseil ministériel. Nous dit alors Info Matin, Paul Biya fait enfin de cette matinée une communication spéciale au gouvernement sénatorial 2018. On en revient aussi. Lodja Elobo en ordre de bataille. Le chef de la délégation permanente et départementale du RDPC, lui, Paul Moutazi, a présidé hier à Saminois même la cérémonie de lancement de la campagne, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On s'intéresse un peu à la première une, celle qui parle de ce conseil des ministres que tient le premier. C'est quand même le tout premier depuis qu'il a remanié son gouvernement.
C'est vrai que le président Biya n'est pas dans une posture de quelqu'un qui aime régulièrement faire des conseils ministres. C'est l'un des rares présidents au monde entier qui est très distant de ces ministres. Bon, aujourd'hui, s'il a décidé de faire ce conseil ministériel, c'est un conseil beaucoup plus stratégique pour essayer de dire au nouveau ministre les missions qui leur sont assignées, les engagements qu'ils doivent tenir pour que les choses puissent s'apaiser. Quand on sait que le Cameroun a traversé des moments très difficiles, par rapport au ministère de l'administration territoriale, le chef d'État doit prescrire des actions fortes qui puissent trouver des formules assez remarquables pour que la sécurité puisse être établie dans le Cameroun en mettant à la disposition du gouvernement toutes les informations qui justifient que les choses sont sous contrôle. C'est pour ça que le ministre de l'administration a prescrit à tous les gouverneurs, à tous les préfets de lui transmettre minute par minute la situation exacte du système de sécurité de leur région. Donc, le ministre de l'administration territoriale sera sur cette inscription, je suis vraiment convaincu. Et en ce qui concerne le ministre des Sports et des Soins physiques, il va falloir qu'il puisse savoir que la CAN est une exigence que le Cameroun doit respecter. Il va falloir faire tout et tout pour que le délai soit respecté. Parce Alors, que ça veut dire que c'est vous qui donnez déjà les instructions. Non, c'est une lecture. Vous En fait, donnez les puisque le chef instructions à d'État. vous n'avez pas donné le soin au chef d'État, lui, de prendre l'avance, vous en prenez déjà. Ce que je veux dire, au regard de la nomination du remaniement ministériel, on a directement l'impression qu'il y a des prescriptions fortes qui seront signifiées à tous ces ministres, parce qu'on sait que le Cameroun est dans une position assez sensible. Vous savez, nous avons la CAN 2019 qui s'organise l'année prochaine, nous avons les élections sénatoriales. Il y a des guerres qui nous cernent dedans. Avec tous ces problèmes, donc je pense que le chef de l'État doit passer des messages forts à tous ses collaborateurs ministres de tout mettre en œuvre pour que les choses puissent avancer. Encore qu'il faudra ranger ce problème. Le ministre de l'administration territoriale et celui désormais ministre, je crois, de la décentralisation et du développement local, il risque peut avoir un chevauchement là. Est-ce que les sous-préfets, les préfets seront désormais sur les pas de qui? Les maires auront désormais pour tutelle qui exactement? C'est autant de questions qu'il va falloir peut-être mettre aussi au clair. Le jour, également en kiosque depuis quelques heures. Donc, quotidien Le Jour, cathédrale de la foi, la vie sans Dieu ne dort qu'Amdem. On y revient encore sur ce fameux pasteur. Un reportage inédit qu'offre le quotidien Le Jour qui précise d'ailleurs que Paul Biya reçoit ses ministres. Alors, la vie sans Dieu ne dort qu'Amdem. Pour la vie, Dieu ne dort qu'Amdem, véritablement, n'est plus là. Mais pourquoi ce monsieur fait l'objet des choux-gras de la presse aujourd'hui? Mais il fait l'objet des choux-gras de la presse parce qu'il s'est passé pour un demi-dieu sur terre. Donc, on est dans un système où la misère fait que les gens sont dans une position de déséquilibre social et sociétal, les obligeant à se soumettre à certains clientélistes qui utilisent le nom de Dieu pour pouvoir se faire. Permettez-moi d'analyser, s'il vous plaît. Je suis journaliste et j'ai l'obligation d'analyser pour l'intérêt de... Parce que quand vous regardez comment fonctionne, bref, en dehors de cet individu à qui j'ai dû rester, parce que c'est un être humain et c'est un citoyen camerounais, même si je ne suis pas je ne partage pas sa conviction professionnelle. Ce que je veux simplement dire, quand vous observez comment les églises fonctionnent de manière générale, vous avez comme l'impression qu'ils récupèrent le mal-être social des populations pour assumer les fantasmes à des fins clientélistes. Tous ceux qui sont des adeptes de ces églises essaient de voir, c'est des gens qui ont échoué dans leur vie professionnelle et sociale et utilisent maintenant cette voie croyant que c'est la voie de l'excellence. Mais ils doivent savoir que la voie de l'excellence, c'est se mettre en cause, faire son mea culpa, penser qu'il faut prier pour le Dieu, le vrai Dieu que nous connaissons tous. Alors vous allez dire que le pasteur, lui également, est dans la même lignée. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, vous priez pour qu'il l'Église catholique, c'est pas quoi? Non, dans ces églises, on prie pour le pasteur, pour lui-même en fait, et non pour Dieu. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour le maître à tout. Et c'est dans ce genre de configuration qu'on a l'impression que ces églises font du business sous le nom de Dieu. Et permettez-moi, il y a plusieurs plaintes qui sont déposées auprès des juridictions par rapport à certains pasteurs qui ont détourné l'argent de leurs fidèles. Ça court l'information circule dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour dire naturellement que nos populations doivent savoir que la misère n'est pas une fin en soi. Il faut croire dans la vie, c'est quand on n'existe plus qu'on sait qu'on ne peut plus rien faire. Mais le fait qu'on n'a pas de boulot, le fait qu'on a perdu... il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir que d'aller se... Et il faut surtout travailler dur. Alors, sur ce coup de gueule, là, je vais l'appeler si nous sortons du Cameroun pour aller à Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin, aussi en kiosque depuis quelques heures. Que dit donc la une de Fraternité Matin? Transactions électroniques, la stratégie du gouvernement pour protéger les consommateurs. Le ministre Souleymane Diarra Souba a présenté les différentes actions pour un commerce en ligne sécurisé. Vous voyez là, au moins en Côte d'Ivoire, on pense quand même à protéger les consommateurs face à cette affluence sur les transactions électroniques. Je pense que naturellement, l'économie sur
la consommation. Si déjà la production n'appartient pas déjà aux opérateurs, je veux dire, ivoiriens, si la production provient des entreprises extérieures, il va falloir quand même que l'État utilise au moins la seule arme qu'elle peut avoir pour essayer de sécuriser le bien-être des populations en faisant qu'il puisse avoir une certaine traçabilité qui oriente une meilleure appréhension de ce qui sera consommé en termes de mesuration des coûts. Donc, à mon humble avis, nous, en Afrique, on a trop perdu, on a beaucoup de problèmes, mais nous avons un problème, c'est la consolidation des stratégies capables d'améliorer l'existence de nos populations parce que ça va très mal. Le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Bref, il faut converger, il faut mettre sur pied des stratégies qui permettent d'amenuiser la prééminence extérieure, mettre sur pied des systèmes de production qui chutent sur la consommation, qui améliorent l'existence de nos populations, éviter la fuite des capitaux. L'Afrique en a marre, notre économie souffre, il faut qu'on décolle. On a besoin de la bonne gouvernance pour que des choses puissent avancer. Donc, si la Côte d'Ivoire a initié cette procédure, c'est parce qu'elle a compris qu'il fallait mettre au centre de tous les enjeux géostratégiques la population du peuple. Nous restons en Côte d'Ivoire avec Soir Info, aussi en kiosque depuis quelques heures. La deuxième une ivoirienne, nous attendons Soir Info. Sélection situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, nous dit dans le journal. Tikenja se déchaîne. D'ailleurs, vous regardez très bien cette image qui paraît devant votre petit écran. Si Ouattara veut un troisième mandat, il nous trouvera sur son chemin. Ce dernier déclare d'ailleurs que le Sénat est inutile, aussi selon Soir Info. L'opposition annonce désormais des manifestations de la rue. Alors, est-ce que M. Ouattara est dans la logique d'un troisième mandat? Son silence excite quand même à y penser. Quand je regarde comment fonctionne le paysage politique en Côte d'Ivoire, il est possible qu'il puisse être représenté parce que tous les leaders africains n'ont pas pour ambition beaucoup de céder le pouvoir. Ils ne savent pas passer le flanc. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la gérontocratie, c'est tout faire pour rester au pouvoir et puis, quel qu'en soit le prix à payer. Donc, et dans tout ça, ça n'honore pas l'Afrique. C'est la tendance qui favorise la dynamique économique. Lorsque vous avez un système qui ne garantit pas la tendance, il est difficile d'avoir une vision prospective pour faire que votre pays puisse avancer. Il est difficile pour les bailleurs de fonds puissent croire naturellement que vous êtes sérieux parce que le schéma politique n'envisage pas une certaine cohérence qui impose le sérieux, qui est équitable pour tous, un sérieux qui fait que le champ politique puisse être compétitif. Donc, dans ce genre de configuration, je n'ai pas la capacité de dire de la boule de cristal pour dire qu'il ne doit pas se représenter. Quand on sait que les dirigeants africains savent, leur spécialité, c'est de garantir leur longévité au pouvoir. Alors, mais vous parlez des dirigeants africains, il y en a quand même qui ont tenu parole, qui n'ont que fait 2 mandats, ils sont partis. Ce n'est pas une question des dirigeants africains, c'est une question d'individus. Alors, est-ce que là, il se court quand même en Côte d'Ivoire cette histoire d'une mise sur pied de ce qu'ils ont appelé le parti unifié, c'est-à-dire le rassemblement entre le PDCI et le RDR, d'ailleurs des anciens alliés, il faut le dire, qui demeurent encore. Mais cela semble maintenant être plus évident que ces 2 partis peuvent se séparer. Est-ce que c'est ce qui fait au moins le buzz aujourd'hui, qui fait en sorte que M. Ouattara soit encore inédit, hésite encore à se prononcer? Oui, vous savez, les Ivoiriens n'ont pas encore consommé la déchéance que Gbagbo a subie. Donc, le champ politique ivoirien est dans une espèce de déséquilibre stratégique du genre où il faut qu'un véritable leader qui aspire, qui soit, par exemple, le garant des valeurs que les jeunes souhaitent avoir, puisse s'imposer. Mais quand on regarde le champ politique, il y a des dysfonctionnements dans tous ces partis. Et quand on regarde le rôle trouble que joue, je veux dire, qu'on a Bédier, qui était un clientéliste politique, excusez-moi l'expression, qui passe son temps à faire l'agitation politique, ça fait que le président Ouattara prend son temps pour observer et voir dans quelle mesure il peut faire les ramifications. Mais ce que je veux dire, politicien, puisqu'en politique, il faut jouer sur le jeu des calculs. Mais bien sûr, puisque dans le parti même de Laurent Gbagbo lui-même, il y a déjà des dysfonctionnements qui font qu'il y a les pro-Gbagbo et ceux qui ne sont pas des pro-Gbagbo. Et ça fait qu'à un moment donné, il faut faire du marketing politique pour voir dans quelle mesure est-ce qu'un parti peut faire l'alliance à un autre pour pouvoir espérer avancer. Mais ça pose un problème de leadership. En Afrique, on n'a pas ce qu'on appelle le leadership. Chacun veut travailler pour son ego surdimensionné. Voilà pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a du mal à comprendre le problème de fond politique. Mais ce qui est sûr est que le fait que Gbagbo soit en prison, ça ne permet pas d'avoir une meilleure configuration politique qui aspire à la conviction de tout le peuple. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire ne retrouvera la paix que lorsque M. Gbagbo sera dehors. Tout à fait, tout à fait. Tribune, nous sommes là au Sénégal maintenant avec Tribune qui est en kiosque et depuis quelques temps, stratégie présidentielle pour 2019. Touba, le cœur d'Idrissa Seck, c'est la une dans des tribunes qui nous fait quand même comprendre que Idrissa Seck envisage sérieusement de challenger le président Macky Sall. La poursuite d'Idrissa Seck vous donne quand même l'impression qu'il peut arriver à ses fins, alors qu'au départ, on voyait beaucoup plus Khalifa Sall, qui aujourd'hui, malheureusement, est dans des problèmes judiciaires.
Mais bien sûr, je pense que la fonction présidentielle, c'est une fonction qui doit être compétitive. Quand on évite, c'est-à-dire il faut qu'on essaie de mettre hors d'état de la compréhension qui voudrait que nous puissions croire qu'être chef d'État, c'est impossible pour un. C'est une fonction qui va être compétitive, être chef d'État. Donc, si monsieur il dit ça, c'est se rend compte qu'il peut essayer de créer une véritable convergence du peuple sénégalais, démontrer qu'il a un véritable programme politique capable de faire renverser les choses autrement. Il faut toujours croire dans la vie. Lorsque vous hésitez de croire, vous ne pouvez pas être un véritable leader. Donc, un véritable leader doit avoir un programme politique, travailler sur le fond, non sur la forme, et se dire qu'un jour, il finira par aboutir. Je prends par exemple l'exemple de Nelson Mandela, perd son âme. Depuis plus de 30 ans, Nelson Mandela est au combat politique. Mais même étant en prison. Même étant en prison, mais il a fini par être chef d'État. Donc, être chef d'État, c'est possible, mais ce que nos opposants sont parfois trop pressés. Ils pensent que ça va. Il va aller vite. Il va aller vite, en fait. Mais il ne faut pas qu'ils arrivent comme M. Raila Odinga, qui a passé tout son temps dans l'opposition sans toutefois avoir l'espoir un jour d'être le président de la République au Kenya, puisqu'il ne reviendra plus jamais comme étant un candidat. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez aussi à d'autres opposants quand vous leur demandez d'attendre longtemps pour y arriver, car le temps presse? De reporter, également en kiosque depuis quelques heures, de reporter. Nous sommes là en Éthiopie. Donald Trump vire alors Rex Tillerson. Le président américain a annoncé qu'il a remplacé le secrétaire d'État Rex Tillerson par Mike Pompeo, le directeur de la Central Intelligence Agency, la CIA. Gina Haspel a remplacé Pompeo à la CIA. Gina Haspel, il faut le dire, devient la première femme ainsi choisie. C'est du Trump. Quelqu'un est en tournée en Afrique et il se rend compte que quasiment il est à la fin de sa tournée, il se rend compte qu'il n'est plus secrétaire d'État américain. On peut remettre en cause tout ce qui a été fait comme accord. Je pense que j'ai eu la chance d'être invité par la direction d'Afrique Média pour intervenir sur ce sujet hier. Et au sortir de cette intervention, j'ai eu à préciser que c'est difficile parce que M. Donald Trump manque de tact. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le feeling politique. Lorsque vous êtes chef d'État, peu importe, quand vous voulez prendre certaines décisions assez sensibles, il faut vraiment s'organiser que ces décisions puissent vraiment être bien perceptibles. Comment comprendre que votre secrétaire d'État, pendant sa tournée, en Afrique, vous le limogez? Cela traduit l'image d'un président qui est dans l'improvisation, un président qui ne prend pas, qui n'a pas une concentration personnelle, qui court contre la montre. Et puis même si déjà il savait que cette décision soit jugée objective, parce qu'au regard de tout ce qu'on a interprété contre ce limogeage, ou si Tillerson manque de respect au président Donald Trump, et également y compris le problème de la crise contre la Corée du Nord, je pense quand même que cela traduit le mal-être qui existe depuis entre ce monsieur et Donald Trump. Et c'est ce que je vais également préciser. Je me suis dit, est-ce que ce limogeage peut avoir un lien par rapport à sa tournée en Afrique? Dans mes analyses, j'ai dit non, parce que quand vous observez un peu la communication que ce monsieur a effectuée en Afrique, je vais vous reprendre ses propos. Il dit, l'Afrique c'est 3,2 milliards d'habitants. L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique doit savoir que la Chine fait tout pour essayer de créer des contrats opaques qui ne garantissent pas l'équilibre dans la répartition de différentes actions. Que la Chine ne crée pas. Également, les États-Unis vont donner 60 millions d'euros pour soutenir la force G5 Sahel. L'Afrique doit être au centre de toutes les populations mondiales parce que l'avenir, c'est en Afrique. Je pense que ces propos ne peuvent pas être l'objet de son limogeage. Son limogeage est le simple fait que Donald Trump veut une nouvelle équipe pour gérer la crise nord-coréenne. Et connaissant un peu le pragmatisme de Tillerson, connaissant comment c'est un monsieur qui n'aime pas se laisser aller, c'est un homme à parole, Donald Trump s'est senti, il a compris qu'il fallait trouver une personne qui doit manipuler. C'est pour ça qu'il a nommé l'ancien directeur de la CIA, qui était au centre de toutes les turbulences électorales aux États-Unis en faveur de Donald Trump. Donc on comprend un peu comme, c'est un peu comme une sorte de reconnaissance par rapport à quelqu'un qui a servi Donald Trump. Parce qu'on est convaincu sur les analystes. Le New York Times en a parlé de ce. On dit, Franklin, c'est un faucon tout comme Donald Trump. Ça veut dire qu'ils ont quasiment la même vision. Ils ont les mêmes manières de voir les choses, de façon dure et assez raciste d'ailleurs, permettez-nous l'expression. C'est pour cela qu'il est là, parce qu'il est un faucon. Il va mieux orienter la politique de M. Donald Trump, parce qu'ils sont. Par contre, Rex Tillerson, lui, c'était un modélé. Et vous savez que les modélés, parfois, étaient un véritable frein à l'action de M. Donald Trump. Nous sommes sortis de là. Allons-y voir maintenant au Kenya avec Daily Nation, également en kiosque depuis quelque temps.
Le leader de la NASA, critiqué pour son accord avec Uhuru Kenyatta, dit alors au groupe parlementaire de l'ODM qu'un nouvel accord donne au parti une meilleure monnaie de change pour 2022. Est-ce que M. Raila Odinga, finalement, devrait regretter de cet accord de paix qu'il a pu signer avec M. Uhuru Kenyatta, le président kenyan? Je n'ai pas bien sur votre question. Est-ce que M. Raila Odinga devrait regretter de la paix qu'il a pu signer avec M. Uhuru Kenyatta, le président kenyan? Je pense que c'est un jeu de ping-pong et en politique, il faut éviter de faire du ping-pong. Je dis régulièrement sur ce plateau que l'Afrique a un problème de leadership. On a des leaders qui sont dans une espèce d'amateurisme qui ne dit pas son nom, des leaders qui fonctionnent. Ah, mais vous n'avez pas dit que M. Raila Odinga n'accepte pas la paix? La crise qui s'est passée au Kenya, la crise post-électorale démontre à suffisance que cet opposant n'est pas entré dans l'histoire. Donc, à un moment donné, lorsque vous avez la chance que la Cour suprême essaie invalide le résultat d'une élection et demande l'organisation d'un nouveau scrutin, je pense qu'il vous revient de tout faire pour mettre sur pied vos propres stratégies pour renverser la tendance. Mais il n'a pas compris ce jeu. Il a refusé de se représenter aux élections. Dans ce genre de posture, on a du mal à déterminer le rôle trouble que jouent nos véritables opposants dans l'aspect politique africain. Donc, au Kenya aujourd'hui, il ne doit que regretter parce que quand on fait profil bas, vous vous attendez à quoi en fait? Il est sorti par la petite porte. Et il entre encore par la petite porte. Donc il faut qu'on soit clair, vraiment, qu'on soit un peu sérieux quand on est leader, qu'on travaille sur la base d'un projet politique qui aspire à la convergence stratégique pour l'intérêt du peuple et non les égos surdimensionnés. Il subit ce coup parce qu'il est vraiment égoïste. Il n'aime pas son peuple, il n'aime pas son pays. Alors, il faut dire que Raila Odinga ne reviendra plus pour un autre mandat. Il a déjà quasiment épuisé les 4 mandats, les 4 possibilités d'être candidat à une élection présidentielle au Kenya. Il ne pourra donc plus revenir une 5e fois. Il va tout simplement maintenant soutenir les autres candidats. Allons-y au Rwanda maintenant avec The New Time. Au Rwanda, la croissance économique du Rwanda a dépassé les 5,2% prévus précédemment et a progressé de 6,1% l'année dernière. Une performance positive d'ailleurs qui a été principalement tirée par la croissance du 4e trimestre. Les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques du Rwanda indiquent d'ailleurs qu'en 2017, le produit intérieur brut du pays était estimé quasiment à 7 597 milliards de francs rwandais contre 6 672 milliards en 2016. Une croissance qu'il faut pourtant d'ailleurs apprécier avec le Rwanda. Est-ce qu'il y a quand même des indices qui ont permis à ce pays d'atteindre quand même cette croissance de 6,2? Mais ce que je veux dire, c'est que le Rwanda est en train de montrer au continent africain qu'il est possible de faire des miracles parce que c'est un véritable modèle. Quand vous allez à Kigali, vous vous rendez compte que c'est comme si vous vous trouvez en Europe. En fait, c'est une question de vision et de courage politique et à mettre sur pied des véritables stratégies qui consistent à faire que les choses puissent marcher. L'économie, ce n'est pas la magie. L'économie, ça ne se raconte pas, ça se vit au quotidien. L'économie, c'est la production, c'est la distribution, la consommation des richesses. L'économie, c'est la programmation des investissements. L'économie, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas le détournement. C'est l'accumulation des capitaux, la mise en place des stratégies qui créent l'emploi. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être agrégé pour essayer de faire passer ces messages élémentaires qui voudraient que vous puissiez faire un programme d'action qui impose chaque ministre. Ça peut être sur 3 mois, ça peut être sur 6 mois, ce qu'ils doivent faire. Et puis vous vous rendez compte de manière permanente. Mais sur des systèmes qui empêchent la corruption, qui empêchent les demandes de marché de fonds publics. C'est dans cette logique que vous allez avoir ce qu'on appelle l'accumulation des capitaux pour garantir la diversification de vos économies. Dans le contexte actuel, si vous parlez des autres pays africains, beaucoup plus ont fait recours au FMI. Quand le FMI vous donne de l'argent, vous croyez que c'est pour vos yeux qui vous donnent de l'argent? Ils estiment que cet argent qui vous donnent, ils vont vous imposer un programme de remboursement dont c'est eux qui détiennent le contrôle. Et dans ce genre de posture, vous êtes dans une dépendance externe de la prééminence extérieure et sur le plan économique et sur le plan financier. Or, lorsque vous n'avez pas un modèle de développement qui est propre à vous, lorsque vous avez des ministres qui travaillent que pour leurs propres intérêts, lorsqu'il n'y a pas de la prospective, je jure, il sera impossible d'être un pays émergent. Dans le Rwanda, l'exemple du Rwanda, c'est un exemple que d'autres pays doivent apprécier, doivent saluer à juste titre et aller copier cette expérience pour venir faire des choses dans leur propre pays. Il ne faut pas avoir honte de copier quand c'est bon. Nous sommes sortis de cette une-là, allons-y au Nigeria maintenant avec Daily Trust
qui est également en course depuis quelque temps. Que dit donc la une nigériane? Loi électorale, comment le rejet de Boari divise alors les législateurs. En effet, nous dit Daily Trust, le président Muhammadu Boari a refusé d'accepter l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui a d'ailleurs modifié la séquence des élections dans le pays. Alors comment comprendre cette attitude du président Boari qui va à l'encontre de son Assemblée nationale? Parce qu'une loi a été votée et qui, selon lui, modifiait la séquence des élections dans ce pays. Vous comprenez finalement que, objectivement, quand on fait une lecture compréhensionnelle... Boari est en dissidence avec son Assemblée nationale. En Afrique, on n'a pas de leaders, en fait. Je pense que le problème de la déchéance de l'Afrique sur le plan mondial réside sur le fait qu'on a des leaders qui ne sont pas charismatiques. M. Boari est dans une position où sa santé commence à dégénérer un peu. Il devait être un peu beaucoup plus souple, comprendre naturellement qu'il faut déjà mettre sur un schéma. Vous n'avez pas dit que sa santé pose un problème? Non, je pense que... Il est encore là. S'il y a cette dissidence, c'est parce que lui s'oppose à cette initiative qui peut-être l'empêcherait d'établir son véritable programme qu'il voudrait qu'il puisse davantage rester au pouvoir. C'est ça un peu qui caractérise nos dirigeants africains. Tout fait pour restreindre le champ d'action de nos institutions à leur propre profit, dans le but simplement de pouvoir assurer les fantasmes politiques qui les obligent à rester toujours au pouvoir. Voilà un peu la configuration mentale de nos dirigeants africains. Nous sortons de là, on n'en dira pas plus. Restons toujours dans le cadre des grandes tribunes. Allons-y au Congo-Brazzaville, prendre les dépêches de Brazzaville en kiosque également depuis quelque temps. On parle là de la recherche scientifique. Le chef de l'État lance les travaux du Centre d'excellence sur les énergies renouvelables. Le président Denis Sassou Nguesso a posé à Oyo la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence dédié à la recherche sur les énergies renouvelables. Les travaux sont estimés à 30 millions de dollars et sont la résultante de la coopération entre le Congo et la compagnie pétrolière Eni. Je crois que c'est la nouvelle donne maintenant, les énergies renouvelables. Il faudra peut-être suivre l'exemple du Congo aussi. Et bien sûr, c'est l'initiative qui permet de pouvoir garantir le meilleur contrôle sur le temps et l'espace en termes. Vous savez, lorsque vous mettez sur ce genre de concept, cela favorise, je veux dire, un fonctionnement économique parce qu'en fait, l'énergie renouvelable est l'élément central qui permet de garantir ce qu'on appelle la maîtrise parfaite de son environnement, permet de stabiliser comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Donc, s'il prend cette initiative, cela justifie simplement qu'il a compris que l'énergie renouvelable est un élément moteur, fédérateur. Et cela va en droite ligne avec les prérogatives de la COP 21 qui parlait quand même de la réduction des effets de gaz, qui sont parfois l'émanation d'une fumée, de l'électricité aussi. Donc, je crois que c'est une nouvelle donne qu'il faudra peut-être y associer. Il y a plusieurs pays qui vont dans ce sens. Et bien sûr, puisque si vous avez déjà un climat qui est pollué, qui est infesté, ça peut avoir un impact sur la production, un impact sur la santé, un impact sur l'éducation, un impact même sur le plan routier. Bref, la maîtrise de son environnement est un élément moteur qui permet de faire une prospective pour faire avancer son pays. Allez, nous sommes sortis de là. Allons-y en Guinée-Conakry, allons chercher Kaloum Presse en kiosque aussi. Depuis quelque temps, que dit donc cette une guinéenne, le programme de valorisation de l'huile de palme de Guinée lancé à Conakry. Selon Kaloum Presse, la coopérative guinéenne agriculture et de prestations et le groupe Farafina ont procédé au lancement du programme de valorisation de l'huile de palme de Guinée et ses dérivés. Je crois qu'il faudra soutenir de telles initiatives, que chaque pays essaye un peu de s'approprier de ses véritables ressources pour se faire tout au moins une petite économie. L'huile de palme, je crois qu'en essayant de l'exploiter et en donnant et l'huile de palme et ses dérivés, ça peut créer toute une dynamique et des emplois tout autour. Je pense que l'Africain n'arrive pas toujours à comprendre que nous disposons tout ce qu'il faut pour avancer. Regardez par exemple l'huile de palme, c'est naturel en fait. Lorsque vous réfléchissez comment est-ce que vous pouvez diversifier cette huile de palme pour avoir beaucoup plus d'effets induits sur l'économie, je pense que cela mérite des félicitations. Ce qu'on demande à nos dirigeants africains, ce n'est pas de faire le miracle, c'est de faire juste le strict minimum qu'on demande pour faire avancer. Rien que l'agriculture, à elle seule, peut améliorer la production économique d'un pays. Si les gens arrivent à consommer ce que nous-mêmes nous avons produit, ça va permettre à ce que toutes ces importations qui arrivent de manière distorsionnée, qui polluent nos vies, dont les coûts ne sont pas maîtrisés, et qui empêchent même nos opérateurs locaux de pouvoir s'imposer, parce qu'on regarde un peu comment fonctionnent ces gens, ils ont tous envahi, donc on n'a plus rien. Donc il faut que nous puissions nous redéployer autrement, en mettant sur pied des stratégies qui permettent de développer l'agriculture, parce qu'à partir de l'agriculture, on peut faire
bouger les lignes, on peut faire avancer les choses pour amenuiser la prééminence extérieure qu'au-delà de la monnaie, qu'au-delà ils nous ont tout pris, même jusqu'au supermarché, on ne compte plus rien. Donc je pense que c'est l'initiative qu'il faut apprécier et dire aux dirigeants africains de faire tout pour diversifier leurs économies en mettant au centre l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un élément très fédérateur pour l'évolution de notre pays et de l'Afrique en général. Je veux prendre un autre exemple pour illustrer ma démonstration. La Malaisie aujourd'hui est une grande puissance mondiale en matière d'huile de palme. Vous savez où la Malaisie a pris les rejetons d'huile de palme? C'est au Cameroun. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté manifeste des Africains pour comprendre que le développement de nos continents peut provenir d'eux. On doute, on ne croit pas ce que nous sommes capables de faire. Pourtant, on a toutes les ressources. Allons-y au Gabon maintenant. Alors au Gabon, avec Gabon Actu, qui est également en kiosque depuis quelques heures et qui parle bel et bien du Fonds monétaire international, qui menace d'ailleurs de suspendre son appui financier au Gabon. Nos confrères de Gabon Actu essayent de comprendre le silence des autorités concernant le non-règlement de la première tranche de 160 milliards de francs CFA promis pour le 28 février dernier au PME dans le cadre de l'apurement de la dette intérieure. Selon le journal, donc, le Fonds monétaire international aurait désapprouvé cette démarche et menacerait même d'interrompre son appui budgétaire. Il faut dire que c'est justement ce qu'on disait il y a quelques instants. Les banques comme le Fonds monétaire international sont là pour tenir en haleine les nations, surtout les nations africaines. Mais ce que je veux dire, c'est que la banque est une institution financière qui reçoit les fonds et les repasse dans le marché financier. La banque a pour élément moteur qui illustre son existence la monnaie. La monnaie, c'est une dette. C'est la dette bancaire qui se substitue à la dette des particuliers parce qu'elle a un pouvoir libérateur universel. Le FMI, à partir de la monnaie, nous tient, a une prééminence sur nous et l'élément est par exemple l'outil que les puissances occidentales utilisent pour pouvoir déstabiliser l'Afrique. Le FMI, dans son système de fonctionnement pour mission de garantir la stabilité du système monétaire international, apporter son appui en cas de déséquilibre temporaire de notre balance de paiement et non d'apporter l'appui pour des situations qui demandent les problèmes de structure de nos économies. Donc le FMI, c'est des missions qui sont à court terme en fait. Pourtant, les économies africaines sont dans une situation qui voudrait que le soutien soit à long terme. Donc la médication de court terme ne peut pas résoudre un problème qui demande une réduction de long terme. Si je vous demande de faire une observation sur l'analyse de Stiglitz, qui est l'un des plus grands économistes de la Banque mondiale, qui a dit que tous les pays qui ont reçu le FMI ont eu moins de difficultés que ceux qui ont accepté le FMI. Donc, ce qui veut dire quoi? Le FMI, c'est de l'argent, ils font des placements, et ils vous obligent maintenant les mécanismes de remboursement. Or, un État, c'est une institution qui a une population, c'est une industrie, il faut tout faire pour que le remboursement soit remboursé dans les délais. Là, maintenant, ils vous mettent sous pression. Et lorsque vous êtes incapable de rembourser, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle le joint venture. C'est-à-dire qu'on vient maintenant vous démontrer que comme vous êtes incapable de gérer vos entreprises, il faut nous allons gérer ça à votre place. Lorsqu'on privatise, c'est comme ça qu'à partir de leur pression, vous liquidez vos économies. Et vous commencez à compresser votre personnel. Donc, le conseil que j'aimerais dire à nos dirigeants, à nos chefs d'État africains, c'est que ce n'est pas l'argent qui fait un projet en économie, c'est plutôt le projet qui fait de l'argent. Si vous avez 10 000 milliards ou 40 000 milliards de dollars et qu'un projet ne sous-tend pas cet argent, ça ne doit pas vous servir chez voilà, l'État. Vous avez été suivi, vous avez été suivi. On sort, on n'a plus de temps, on sort de là maintenant. On sort avec Tchad Info, aussi en kiosque depuis quelques temps. Tchad Info, on y va. Tchad, donc, paix des braves entre syndicats et gouvernement. Cet accord a finalement été signé après plusieurs heures de négociations entamées par le cabinet du président de la République et les leaders syndicaux. Cet accord met donc fin au bras de fer qui opposait les deux parties. On ose croire que demain, exactement, dès ce jour même, certains ont repris le travail en N'Djamena. C'était totalement déjà du n'importe quoi dans cette ville. Il y avait cette histoire de brouille qui a permis que les gens descendent dans la rue pour faire certaines revendications. Heureusement que la dextérité de la présidente de la République a permis un retour à la normale. Et les syndicats disent donc reprendre de l'activité dès ce jour même. On espère mieux que de ce côté, il y a déjà eu effectivement de l'activité. Nous sortons définitivement avec Iwaku, les voix du Burundi, en kiosque également depuis quelques heures. Que dit donc cette une burundaise? C'est une déclaration du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui fait d'ailleurs la une d'Iwaku. Qu'est-ce qu'il dit? Nous resterons toujours guidés par les idées du président Pierre Nkurunziza. Poursuit-il, les idées du président Nkurunziza sont innovantes et constructives. Évariste Ndayishimiye, face aux journalistes, s'exprimait sur les clauses de la réunion du comité central du parti au pouvoir, tenue donc du 9
au 10 mars dernier. C'était à Mbouye, en province de Ngozi. Alors, un mot là, Pierre Nkurunziza, finalement, il est déjà dans le culte de ce qu'on peut appeler des suprémistes. Paraît-il que là-bas, il est vu comme un dieu, désormais au Burundi. Oui, le président Nkurunziza a cultivé dans l'esprit des Burundais le culte de l'enfant unique. Et c'est un peu ça qui caractérise nos dirigeants. C'est-à-dire tout faire pour fragiler le peuple et se passer pour des super rois. Voilà comment fonctionne, je veux dire, la posture de nos dirigeants. Et dans ce genre de situation, comment est-ce que vous pouvez envisager un développement de l'Afrique? Donc, nous avons un problème de sous-bassement qui illustre la dimension postcoloniale où le noir est resté calqué dans un modèle de dépendance extérieure. Donc, tout ce que nous faisons, lorsqu'on est au pouvoir, parfois, on se dit, est-ce qu'on a vraiment la capacité de pouvoir tenir? On fait tout pour rester parce qu'on se dit, est-ce qu'en Afrique, on a véritablement des leaders? C'est ça la question de fond qu'il faut se poser. Je dis non, mais je pense qu'avec le temps, les choses pourront changer autrement pour que les choses puissent avancer. Monsieur le patron, on a peut-être des leaders à l'africaine, pas les leaders à l'européenne, comme tu prétends que cela pourrait être. Merci Franklin Joël Momo pour une autre présence ce matin, pourquoi pas dans le cadre de 40 minutes, pour apporter votre expertise à nos téléspectateurs. Merci M. Pépin Bénard. Pour moi, c'est une obligation, lorsque le temps me le permet, d'être toujours présent à cette prestigieuse chaîne de télévision africaine qui fait bouger le monde, qui améliore la gestion de nos États. Et j'invite nos téléspectateurs à croire à Afrimédia, à écouter nos émissions pour améliorer et confortabiliser les façons de travailler. Et nos dirigeants également de suivre ces émissions pour permettre de bien travailler pour éviter que l'Afrique puisse basculer. Car Afrimédia est là pour lutter, que cette Afrique puisse s'élever, contrairement à ce que les gens imaginent, mais nous avons la capacité de pouvoir le faire. Je dis merci à Afrimédia pour ce combat. Afrique Média, nos programmes sont en continu.